Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, bonjour à tous, vous êtes sur les ondes du Francophone avec Yann Ajmo et Francis Paquette. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial pour vous. On est à Toronto, au CCCF, l'édition 2019. On a deux invités avec nous. On va vous faire un programme spécial pour cette semaine de 2 épisodes qui va résumer la journée 1 et la journée 2 du congrès du CCCF. Fait que je suis avec An-Ting Wang, un médecin interniste intensiviste de Maisonneuve-Rosemont. Bonjour An-Ting. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous autres? Savant, t'as-tu aimé ta journée aujourd'hui? Oui, toujours le fun comme congrès. Beaucoup de choses qu'on apprend au fur et à mesure. Puis c'est un excellent congrès, celui de Toronto. Excellent. An-Ting Wang, vous le connaissez, il a déjà fait un podcast avec nous sur la fragilité, le Frailty Index. Mon deuxième invité, c'est Dr Philippe Saint-Arnaud, qui travaille avec moi à l'hôpital Santa Cabrini dans le sud de l'Est. Allô Philippe? Bonjour. T'as-tu aimé ta journée, toi? Ça a été à la hauteur de tes espérances? Oui, c'était une très bonne journée, merci. Parfait. OK, excellent. Fait qu'on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Essayez de titiller votre curiosité, puis si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. On va mettre quelques liens dans les notes de la balado. Globalement, c'est le congrès usuel là, du CCCF, donc ça va dans plusieurs directions. Ça parle beaucoup, aujourd'hui on a parlé beaucoup de la RDS, de la ventilation. Il y avait beaucoup d'aspects passés sur la famille, quelque chose un peu plus de philosophique, psychosocial. On a vu plusieurs choses sur les études et les erreurs qu'on peut retrouver lorsqu'on fait des publications. Alors, moi, je vais commencer avec le premier sujet qui m'est venu m'allumer un petit peu ce matin. C'était sur tout ce qui est fluide, puis la réponse au fluide à la réanimation volémique. Alors, ça fait longtemps que je le dis, des fois j'en parle avec mes résidents, des fois j'en parle avec mes collègues. Je trouve que des fois au Congrès de Toronto, ça leur prend du temps à venir un petit peu à jour. Comme il y a 2 ans, on a parlé de l'échographie, mais ça fait à peu près 10 ans qu'on fait de l'échographie. Puis sur le fluid responsiveness, la réponse au fluide, enfin, il semble arriver avec des trucs intéressants, des choses même que Paul Marik disait en 2013-2014. Donc, enfin, ils disent que les lactates, c'est pas une mesure directe de l'hypoperfusion. Ils se sont rendus compte que plus on donnait du liquide, plus on augmentait la mortalité. C'est des choses, mais là, enfin, ça commence à sortir dans le congrès. J'ai aimé la conférence de Rock Wirt là-dessus, puis il nous disait toujours d'essayer de trouver le sweet spot parce que trop de liquide, pas assez de liquide, le fluid maintenance, là, la maintenance au fluide qui, eux, se rendent compte de plus en plus que disons, on donne plus là, comme un soluté à 100-200 CCR. Tu veux donner du liquide, tu donnes un bolus. Tu veux pas donner de liquide, t'en donnes pas, tu mets pas un soluté. De toute façon, nos patients instables ont tellement de solutés, de sédation, de presseurs en même temps que ça le fait notre volume de liquide. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. J'étais content de voir ça, que ça s'en vient. Puis il y a même une étude vraiment intéressante qui parlait, qui s'appelle le Classic Trial. En fait, ils ont fait comme une pré-étude, puis ils ont montré que il y avait un lien entre le fluide et la mortalité. En fait, ils ont quand même respecté leurs 30 cc kg, ce que personnellement, des fois, je trouve une aberration. Mais au moins, à partir du 30 cc kg, ils ont fait 2 groupes, un groupe restrictif puis un groupe libéral. Puis le groupe restrictif recevait à peu près 500 cc, puis l'autre 2 litres. Puis ils se sont rendus compte que dans le groupe qui recevait plus de 2 litres, la mortalité, elle était excessive. Alors, ils ont décidé de partir la vraie étude qui est sur le Classic Trial. Dernière chose qui m'a intéressé vraiment, pour ceux qui connaissent notre sommité à McGill, Dr Magder, qui est venu parler c'est comme en anglais on dit le negative feedback loop, l'impact sur la ressuscitation volémique. Donc, il a vraiment fait un lien entre tout ce qui est intravasculaire, donc le plasma dans le sang, et ce qui est interstitiel. Il a montré une courbe, c'était vraiment incroyable. Je l'ai vu un peu comme si on disait que c'est comment je peux dire, une courbe de Starling, mais pas pour la fonction cardiaque, mais vraiment pour le volume. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Philippe, tu pourras renchérir parce que tu étais avec moi pour cette conférence-là. Ce qui expliquait, c'est que lorsqu'on donnait un petit peu de volume, la pression interstitielle, elle augmentait beaucoup, ce qui permettait de garder le liquide intravasculaire et non pas sortir dans l'interstice. Mais à un certain moment donné, il y avait comme un shift qui se faisait
au niveau de l'interstice, où est-ce que la pression interstitielle, elle arrêtait de monter, et là, il y avait une fuite, un leak de liquide majeur, et à partir de ce moment-là, l'interstice se remplissait. Le compartiment d'acide, le compartiment pleural, et tout ce qui est la peau, l'édème périphérique, même l'édème au niveau du cerveau. Donc, lorsqu'on donnait trop de liquide, à ce moment-là, la pression interstitielle chutait, et là, il y avait un leak capillaire qui est incroyable. Comment tu l'as compris, toi, Philippe, cette portion-là? Oui, c'est un petit peu comme ça que j'ai compris ça aussi. Dans le fond, c'est que la pression dans l'espace interstitiel augmente rapidement dès qu'on augmente un petit peu le volume dans cet espace-là. Puis, donc, il n'y a pas beaucoup de compliance. Par exemple, après, je pense qu'on parlait d'1 litre ou 2 litres de cristalloïdes. Puis, passer ce seuil-là, on perdait la compliance, puis là, on pouvait remplir l'espace interstitiel sans pour autant augmenter la pression. Donc, à ce moment-là, l'effet sur la pression oncotique pour empêcher la fuite de l'intravasculaire vers l'interstitiel avait pas le même effet que dans le premier litre qui était probablement pas délétère. Donc, c'était une courbe de compliance. Oui, puis il disait qu'il y avait à peu près 50 à 60 d'albumine qui était dans le compartiment interstitiel, puis à partir d'un certain moment donné, ça faisait plus aucun effet. Hunting, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Oui, en fait, tu sais, je me souviens de ça, par exemple, Marc-Jacques Dubois, qui était un intensiviste au CHUM, qui m'avait dit ça quand moi j'étais en formation. Puis je trouvais que l'exemple qu'il avait donné par rapport à cet effet-là était juste l'image, c'était intéressant. Il disait c'est un peu comme quand on gonfle un ballon. C'est quand on souffle dans un ballon, ton premier souffle est dur, ouais. tu as de la misère à le gonfler, puis une fois que tu le gonfles, ça prend presque pas de force, puis là, tu sais, ça gonfle, ça gonfle. Ouais, fait que ça ressemble un peu à ça de dire que ton premier litre, c'est ça qui augmente ta pression interstitielle, puis après, il n'y a pas d'effet, la pression ne montera pas, puis ça devient complètement compliant, puis là, le liquide se perd dans tout ça. Là. Donc, c'est dur de remplir ton compartiment interstitiel, mais à partir d'un certain moment, c'est super facile, puis c'est là que tu deviens ce que nous, on appelle volume intolerant, donc intolérant au volume. Et ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait là-dedans, parce que au fond, il demandait, au fond, les gens posaient des questions. Vous faites quoi dans les faits? Vous donnez un bolus de 500, vous faites un passing leve raise, qu'est-ce que vous faites? Puis il dit, ben moi, je donne du liquide, puis si ma pression répond, je continue à donner du liquide. Moi, personnellement, j'ai un peu de problème avec ça, parce que c'est pas parce que tu réponds au liquide que tu seras pas intolérant au liquide aussi. Mais bon, c'était quand même assez extraordinaire, puis sa conférence à Dr. Magder était vraiment bonne là-dessus. D'autres choses à rajouter là-dessus, Philippe? Ben, dans les conférences du matin sur les liquides, le fluide, il parlait de l'étude avec le capillary refill time. Oui. Oui. Par rapport à la réanimation au lactate. Donc, ça, c'est quand même une grosse étude qui est passée récemment. Puis, c'est ça, il mentionnait dans l'étude, entre autres, que ça nécessitait l'évaluation du médecin à chaque 30 minutes au chevet. Ouais. Fait que c'est sûr que c'était comme un biais important de l'étude. De dire que est-ce que c'est l'évaluation du capillary refill time ou c'est la présence d'un médecin à chaque 30 minutes pendant la réanimation volumique? Mais tout ça pour dire, ils ont comme un peu parlé de ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Ce qu'il disait qui était intéressant, c'est qu'il comparait les deux. Puis on sait, là, pour ceux qui suivent Farkas, il le dit souvent que la clairance des lactates, même si c'est un but du Surviving Sepsis Campaign, c'est vraiment pas un but en soi. Mais Marik, lui, il disait essayer de clairer les lactates, c'est aussi stupide que de dire je veux baisser mes globules blancs. Quand mes globules blancs vont être baissés en sepsis, tout va bien aller. C'est pas une vision adéquate, à mon avis, une vision adéquate à ce niveau-là. Mais par contre, c'était vraiment bien qu'il comparait le refill capillaire avec les lactates, parce qu'on le sait que des fois, les patients, quand ils sont dans l'autre spectre de la désactivation parasympathique, ils peuvent avoir des lactates à 2, mais un refill capillaire à 5, parce que la madame a 90 ans, puis elle est en insuffisance surrénalienne relative, puis au fond, ce qu'elle a besoin, c'est d'épi, puis tu lui donnes l'épi, puis là, tes lactates montent, parce que ta production d'épinéphrine endogène, elle est nulle, puis toi, tu en donnes, puis ça fait fonctionner super bien. Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. L'autre point, il parlait dans le fond, ce que je comprenais aussi, la plupart des gens, pour l'instant, ils évaluent la volémie encore avec la TVC, là, donc la tension veineuse centrale. Ouais. C'était ça dans l'étude Finis qu'il avait trouvé. Est-ce qu'il visait 8 à 12 ou un petit peu moins? Je me souviens pas des chiffres qu'il avait parlé. Là. Puis il avait aussi parlé du challenge de liquide de 500 cc en regardant, dans le fond, les signes vitaux, puis le pulse pressure variation. Ouais. En français... La variation du pulse pressure. Donc c'est ça, là, on ne parle pas de méthode particulièrement avancée avec du rocket science. Là, on parle de les signes vitaux, la pression artérielle, le pouls, la pulse pressure variation. Puis il regarde la CVP, la TVC. Là. Donc
c'est un petit peu là qu'on semble être en ce moment. Encore. Encore pour le fluid response. Ouais, parce qu'ils se basent beaucoup sur le fait qu'ils disent que la veine cave inférieure, c'est pas fiable. On le sait toutes là, que c'est pas fiable, sauf que la variabilité de la veine cave, elle est fiable en général. Puis c'est plutôt ton évolution dans le temps, moi, à mon avis, je trouve qu'il est le plus important de voir. Ça se peut que si tu as un cœur droit parce que tu as une hypertension pulmonaire de base, ça se peut que tu aies besoin de 22 mm de veine cave pour vivre, puis qu'à 20, tu es comme déshydraté. Là, si on veut, mais que c'est à 27 que tu vas être plein, alors que moi, toi, nous autres autour de la table, à 22 de veine cave, peut-être qu'on va être en overload là, de liquide. D'autres choses sur le fluide, moi je pense que ça fait le tour, hein? Parfait. Il y a eu beaucoup de talk avec Brochard sur la recrutabilité. Alors Francis, toi, qu'est-ce que tu as retenu de ces talks-là? Ils sont toujours super intéressants, les talks à Brochard. En passant, Laurent Brochard, c'est un professeur de médecine français qui travaille à Toronto. Oui, j'étais arrivé un petit peu en retard à la conférence, mais j'ai quand même attrapé la fin de la présentation de Dr Amato et Brochard, qui mentionnait un concept quand même assez important qui est la recrutabilité. C'est une notion qui est finalement, on peut mesurer au chevet avec des manœuvres quand même relativement simples. Il y avait aussi beaucoup de discussions sur le PEEP, justement quand on examine notre patient puis on se questionne sur des petits volumes courants ou une ventilation minute qui n'est pas tout à fait adéquate ou une compliance qui est vraiment abaissée. Ça peut tout simplement être le fait que les voies aériennes de plus petit calibre sont fermées. Donc à ce moment-là, c'est très important d'avoir un PEEP minimum pour avoir ces airways-là ouverts. Puis ensuite, il est allé discuter un peu plus en profondeur sur la recrutabilité. Dr Brochard mentionnait aussi que c'était possible de mesurer la recrutabilité ou du moins l'estimer avec des manœuvres quand même relativement simples qu'on peut faire au chevet. Donc ce qu'il propose, c'est de calculer la différence entre le volume expiré et le volume courant quand on fait une diminution abrupte du PEEP. Et puis on compare ça avec le volume qui serait prédit par la compliance qu'on peut mesurer avec le cerveau-I. Si la différence entre le volume expiré, quand on diminue le PEEP de 10 cm d'eau, est supérieure au volume qui est prédit par la compliance, à ce moment-là, on peut déduire que le PEEP qui était sur le ventilateur initialement, c'est un PEEP qui était recruteur. OK. Intéressant. C'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que quand tu le fais sur ta machine, puis ceux qui connaissent bien le cerveau, c'est assez facile de calculer la compliance. Oui, il va falloir que je l'essaie rendu chez nous un peu. Oui, ça donne le goût de l'essayer, en tout cas. Exactement. C'est particulièrement pertinent pour les patients qui sont en RDS, qui ont une diminution de la compliance, et aussi chez les obèses, que ça peut être parfois difficile d'estimer c'est quoi notre PEEP recruteur et le PEEP qui maintient les airways ouverts. Juste de même, il a aussi mentionné que ça peut être fait sur n'importe quel respirateur. Puis je pense que comme groupe, on n'a pas de part dans le cerveau. En tout cas, non, pas du tout. Tout à fait raison. Ouais. C'est juste parce qu'au Québec, nous autres, on vient du Québec pour ceux qui nous écoutent, puis ça a été des achats globaux. Donc, tout le monde a un cerveau ici. Ouais, effectivement, bon point de l'avoir mentionné. C'est tellement évident pour nous parce qu'on a juste ça, là, presque. Là. Donc, je sais pas, il parlait aussi de la pression ésophagienne puis du monitoring de la pression ésophagienne pour titrer le PEEP. Je sais pas qu'est-ce que vous utilisez, mais il y a les fameuses tables de titration du PEEP avec le ARDS-net. Ouais. Il était-tu positif par rapport à ça? Non, ou, c'est ça. Non, hein, il n'y avait pas de changement de la mortalité. Puis il y avait plusieurs explications à ce niveau-là. Il parlait entre autres d'un RDS focal. Donc le fait de prendre une pression ésophagienne à un endroit, ça ne reflète pas nécessairement l'entièreté des poumons. Puis il y a plein d'autres facteurs là, qui viennent rendre ça difficile. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de la pression ésophagienne ou votre façon de titrer le PEEP. Moi, personnellement, ce que tu dis là, je pense que comme n'importe quel guideline dans la vie, quand tu es un petit peu, quand ça te dépasse, d'aller chercher les tables de RDS-Net, d'aller chercher le Surviving Suicide Campaign, ça va t'aider, ça va te permettre de te débrouiller. Quand tu veux faire du vrai fine-tuning, j'ai eu la discussion avec certains intensivistes de Sacré-Cœur pneumologues, puis qu'eux autres, quand tu leur parles des tables de titration de PEEP, ils bloquent tout de suite, ils veulent rien savoir. Puis c'est tout à fait normal parce qu'il faut s'ajuster pour selon ton patient. Moi, la pression ésophagienne, je l'utilise beaucoup chez les patients obèses, en général. C'est surtout ça que je veux faire parce que je veux juste me sentir à l'aise de mettre un PEEP à 23. T'sais. Et je ne mettrai pas un PEEP à 23 sur n'importe quel patient. Mais si ma pression est intra-abdo, puis que je vais avec mon best PEEP, puis que j'arrive avec un niveau à 0 là, sur le calcul de la pression ésophagienne, là, je vais être à l'aise de monter mon
PIP à 23, puis je vais savoir que je dérecrute ou que je recrute à ce moment-là. Moi, je l'utilise peut-être quelques fois par année, mais quand je n'ai besoin, ça vient me rassurer par rapport à ça. Puis à ce moment-là, échelle ou pas échelle de PIP, je m'ajuste avec ça. Puis en général, ça fonctionne bien dans ces cas-là, parce que c'est à partir de ce moment-là, quand je réussis à trouver cette best PIP-là, que je suis capable de baisser mon oxygène la plupart du temps. Puis je pense que c'est un point que plusieurs des conférenciers avaient parlé justement des personnes obèses avec une bonne obésité. T'sais. Chez eux, ils l'avaient dit, la prise en charge, la titration de PIP devient différente qu'un patient normal à cause justement du poids qu'ils ont au niveau du thorax. Fait que, c'est vraiment, vraiment plus particulier. Puis l'autre point que j'avais trouvé intéressant sur justement ce qu'il avait parlé justement de l'utilisation de ballon œsophagien, c'est qu'ils avaient fait une analyse de l'étude EP22, mais selon par sous-groupe de leur score Apache. Ce qu'ils ont démontré, c'est que dans le sous-groupe des scores Apache bas, donc des patients moins malades, si on veut, d'un point de vue de l'arrivée aux soins intensifs, c'est là qu'il y avait un signal positif à l'utilisation de titration de PIP avec le ballon œsophagien. Puis l'explication, je pense qu'elle est intéressante. Ce qu'il disait, c'est que il y a des patients en ARDS que leur mortalité est amenée par tout sauf son ARDS. C'est des patients qui sont de base comorbides, qui ont un choc septique en même temps, qui sont en insuffisance rénale aiguë, qui ont besoin d'une dialyse. Leur mortalité est vraiment, vraiment augmentée à cause de tout ça. Puis on peut faire ce qu'on veut pour l'ARDS, on peut faire le mieux qu'on peut. Probablement, on n'aura pas un gros impact sur la mortalité. Tandis que quelqu'un qui a un ARDS peut-être juste pur, sans haute défense d'organes, mais là, ça c'est un patient sur lequel on peut vraiment travailler puis changer de pronostic. Là. Tout à fait, c'est un bon point. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour sur la recrutabilité. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter? Je pense que Philippe, tu avais peut-être quelque chose pour nous. Oui, c'est ça. Vers la fin de la journée, Laurent Brochard parlait de son blog sur Internet. Là. Le site, c'est coemv.ca. C'est un blog que je suis allé voir rapidement. C'est très intéressant. Il y a des quiz sur la synchronie. Puis il y a aussi des explications sur des concepts de ventilation comme le reverse triggering. Puis, donc, je pense que si on veut se maintenir à jour sur ce qui se passe en ventilation, je pense que ça semble être une excellente source d'informations. Puis aussi dans les conférences, là, il parlait de l'effet Penduloft. Il y a au moins 2 conférenciers qui ont fait allusion à ça, qui ont expliqué ça sur autant la ventilation passive qu'active. Donc, ce serait quelque chose que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Vraiment intéressant. J'ai hâte d'entendre Stéphane Delisle sur ces trucs-là, parce qu'il est toujours super avancé. Puis, on a souvent des discussions sur ce genre de difficultés de ventilation-là. Alors, un autre point qu'on a vu beaucoup aujourd'hui dans la conférence, il y a eu beaucoup de focus sur la famille, sur le côté un peu philosophique aux soins intensifs, sur le côté psychosocial. Je pense que ça a été une grosse composante de la journée, parce que moi, j'ai trouvé que les conférences étaient intéressantes. Je sais que Anton et Philippe, vous avez vu beaucoup de ces conférences-là. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce sujet-là? Je pense que, un peu comme ce que tu parlais pour la volémie, je trouve que c'est rafraîchissant de voir ce genre de sujet abordé dans le congrès. Je pense que c'est une des premières années que je vois autant de personnes qui s'intéressent, qui parlent de la famille, de l'approche à la famille, du côté un peu plus psychosocial des soins intensifs. Particulièrement ce que j'ai retenu dans une des conférencières, Meta Gida, qui est une chercheuse intensiviste de Toronto, qui a fait un gros sondage auprès des familles qui viennent visiter les patients aux soins intensifs. Puis, il a vraiment fait un sondage pour leur demander qu'est-ce que pour eux est l'environnement, qu'est-ce qui était plaisant, pas plaisant, qu'est-ce qu'ils voudraient voir améliorer. Je pense que ce qui était parlant, là, juste quelques chiffres, dans leur sondage, 1/4 des visiteurs dormaient aux soins intensifs. Ils passaient des nuits à dormir dans la salle de famille, sur des fois des chaises, des bancs, il n'y a pas de lit là, pour eux. C'est quand même, puis elle avait dit qu'il y avait même une famille qui avait dormi jusqu'à 7 nuits. C'est aux soins, ça c'était vraiment marquant. Puis que ce qui était important pour les familles, ce qu'ils disaient, c'était d'être capable de venir visiter leurs membres de la famille 24/7. Ça, c'était quelque chose qui était ressorti, plus de 90%. Une autre chose intéressante, le monde voulait avoir un réseau Internet, du Wi-Fi dans l'hôpital. Quelque chose, en tout cas, que HMR, loin de là d'avoir du Wi-Fi pour les patients. Avoir une siège dans les chambres pour pouvoir s'asseoir. Et ça, c'est un point, je pense, aussi qui est intéressant, c'est que le 2/3 mentionnait qu'il voudrait pouvoir dormir dans la chambre du patient. Pas dans le lit, mais juste avoir un lit dans la chambre. Puis ça fait suite à une autre conférencière qui, elle, était une infirmière de soins pédiatriques. Puis je pense que
le corollaire est super intéressant qu'en soins pédiatriques, c'est quelque chose qui sont habitués. Ils ont une expérience incroyable là-dedans. en pédiatrie. Qu'en adulte, on est un peu en arrière par rapport à eux. Oui, tout à fait. Phil? Il y avait une suite de conférences sur la résilience, entre autres avec Dr. Dev, qui parlait d'intelligence émotionnelle puis des impacts que ça a sur les collègues de travail, sur les patients, sur les coûts impliqués dans le système de santé. Il y a aussi Ferrante qui avait parlé des stratégies pour balancer, en fait, c'est pas le bon terme, justement, elle dit dans la conférence, là, le travail, famille, c'est pas nécessairement de balance, mais plus une espèce d'engrenage de multiples intérêts, famille, travail, tout ça, faire une espèce d'engrenage qui soit fonctionnel. Donc ça, c'était quand même très intéressant, avec des suggestions à faire pour essayer d'arrimer tout ça. Ensuite de ça, il y a Dr. White qui a parlé des perceptions que les familles peuvent avoir suite à une discussion de niveau de soins, par exemple. Donc, ils ont fait une étude, ils ont regardé avec après une discussion médecin-famille, il allait voir le médecin et il disait, bon, mais selon vous, c'est quoi, vous pensez, le taux de survie de ce patient-là? En fait, disons, les chances qu'il décède, puis là, le médecin peut dire, bon, environ 30% en moyenne. Après ça, donc, les investigateurs de l'étude allaient voir la famille, puis ils disaient, bon, vous, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les chances de survie de votre proche? Puis les proches disaient, bien, suite à la rencontre qu'on a eu avec le médecin, on pense que c'est 70%. Donc, il y a une très grande discordance entre le patient et entre la famille et le médecin. Puis là, il essaie d'explorer un peu ces différences-là. Est-ce que c'est de l'incompréhension de la part des familles par rapport à l'information médicale qui a été donnée ou il y a d'autres facteurs? Donc, je pense que c'est l'étude du subséquent ou un sous-groupe. En tout cas, la deuxième question qu'il posait aux familles, c'est après votre rencontre avec le médecin, qu'est-ce que vous pensez que le médecin pense du taux de survie de votre proche? Puis si la famille avait dit 70%, puis que le médecin avait dit 30%, la famille pensait que le médecin tournait autour de 60%. Donc, dans plusieurs cas, en tout cas. Donc, c'est intéressant. Donc, il parlait de... Il y a un gap un peu des croyances des familles par rapport à... Bon, le médecin pense que c'est 60% de mortalité, mais nous, on pense que ça va être plus 70% parce que ma mère, elle est forte, ma mère, elle se bat beaucoup, il ne connaît pas bien ma mère, elle n'a jamais fumé, elle faisait toujours de l'exercice. Puis, donc, ils ont leurs propres arguments à eux, que ça peut être religieux, ça peut être culturel, il peut y avoir plein de raisons. Mais il y a aussi la disparité avec le 30% initial il semble qu'ils n'ont pas compris la faible probabilité prévue par le médecin versus ce qu'eux pensent, que le médecin pense. Là. Donc, il y a aussi une incompréhension nette, malgré la tenue d'une rencontre familiale avec l'équipe médicale. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est intéressant, mais inquiétant. C'est inquiétant. D'une certaine manière. Oui, tout à fait. Puis, en fait, ça s'est demandé, mais qu'est-ce que moi, je peux faire là, pour que je sois bien compris par la famille, pour pas qu'on arrive à des disparités significatives. Je pense pas qu'un 10% sur la mortalité, ce soit majeur comme mésentente là, de médecin-famille, mais que la famille pense qu'il y a 40% de différence. Là, je pense que c'est assez inquiétant. Puis, il y avait des solutions aussi à ce niveau-là, un petit peu. Justement, Dr. White, il présentait un peu après le Focus on Family, puis il disait qu'il avait essayé de monter un programme pour avoir des intervenants qui accompagnent les discussions familiales, puis il avait démontré dans son étude que même si on essayait d'ajouter du support, ajouter des travailleurs sociaux pour accompagner les patients dans les discussions familiales, les moments difficiles, ça ne changeait pas nécessairement leur compréhension, leur rétention. Ça, c'était vraiment un bon point. Puis il faisait ensuite allusion au fait que quand on est en situation de stress émotionnel intense, suite à l'hospitalisation d'un patient en soins critiques, souvent notre cortex est vraiment très inhibé par tout le statut émotionnel, puis on pense vraiment plus avec notre cerveau reptilien. On prend des décisions... C'est l'amygdale qui travaillait beaucoup, puis essaie de baisser le stress là, pour diminuer la réponse émotive. Exactement, on tombe plus dans notre réponse
survie. Fight or flight. Ouais, fight or flight. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis il y avait un autre présentateur qui, je me souviens pas de son nom, mais c'était vraiment intéressant. Il faisait faire un questionnaire aux familles pour essayer de prédire quel serait leur niveau d'agressivité dans les soins en répondant à un questionnement de valeur, puis en essayant de se projeter un peu dans les souliers de leur proche qui est hospitalisé aux soins intensifs. Puis quand ils répondaient au questionnaire, ça prédisait un niveau d'agressivité qui était souvent beaucoup moins que ce qu'eux auraient voulu pour leurs proches. Donc c'était vraiment intéressant, ça vient encore au fait que quand on est dans un état émotionnel, souvent on veut plus pour notre proche. Puis ce que le présentateur disait, c'est que souvent les familles vont, même si les valeurs qu'eux ont ou les valeurs que le proche avait avant d'être hospitalisé aux soins intensifs, quand ils vont arriver au moment où prendre la décision sur l'agressivité des soins, ils vont avoir tendance à aller plus vers des soins agressifs. Puis une des raisons pour ça, c'était la culpabilité des patients envers le fait de prendre une décision de fin de vie ou de soins d'agressivité versus soins palliatifs. Effectivement, je pense, Anting, tu avais raison. C'est rafraîchissant d'entendre ça. C'est super le fun de se faire parler de RDS puis de sepsis. Puis à un moment donné, ça devient lourd un peu. Puis on se le cachera pas, les choses évoluent pas si vite que ça. Fait que de voir des nouveaux topics qui arrivent comme ça, c'est vraiment intéressant. Puis je veux juste rajouter un point, puis en fait, je vais être un peu provocateur, puis voir un peu comment mes collègues réagissent à ça. Est-ce qu'on devrait même utiliser des pourcentages quand on parle de ça avec les familles? On a eu la discussion cet après-midi par rapport à ça. Est-ce que vous en utilisez des pourcentages? Je pense qu'utiliser les pourcentages, c'est délicat parce qu'on a beaucoup plus de chances de se tromper en donnant des pourcentages précis. Puis je pense que ça peut fermer aussi les discussions, ça peut... je pense que c'est mieux de laisser ça plus ouvert. Hein. Au soin, ça change beaucoup. C'est vraiment au jour le jour qu'on s'adapte aux situations. Donc, Moi, personnellement, j'utilise le 50-50 quand je suis vraiment ambigu ou ambivalent. Puis j'utilise le 100%. Alors, quand je suis persuadé que le patient va mourir dans la journée, je me gêne pas pour le dire à ce moment-là. Puis je demande d'arrêter les soins puis de permettre de le soulager, là, parce que là, on le fait souffrir. À travers ça, j'utilise pas vraiment de « Hey, il y a 80%, il y a 20% de chance. Je suis pas capable parce que je suis d'accord avec toi, Francis. Tu peux pas savoir. Puis peut-être que tout d'un coup, ton antibiotique va se mettre à faire effet puis que tout va s'améliorer après. Puis tu vas baisser tes amines ou tu vas redonner un bolus de plus. Puis il manquait la goutte d'eau qui est nécessaire pour améliorer l'hémodynamie. Toi, Philippe, est-ce que tu utilises des pourcentages? Ça arrive souvent que je me fais demander par la famille de dire donnez-nous un pourcentage là, de l'évolution. Souvent, je leur réponds, tu sais, que je vous dise 60-40 ou 70-30, il n'y a pas de changement au niveau psyché, émotionnel, émotif. Je ne sais pas, il y a peut-être des familles qui comprennent ça, il y en a peut-être qui ne le comprennent pas. Donc souvent, je leur dis, tu sais, que je dis 60-40, c'est pas mal comme 50-50, comme 70-30 à la limite. Mais moi, je suis peut-être pas dans le 100%, mais quand j'ai... Tu sais, je peux dire, là, je vais peut-être des fois dire du 90%, dans le sens que... Mais quand je dis 90, évidemment, je parle... Tu sais, c'est plus pour faire appel à une image de dire, il y a des très bonnes chances. Puis quand que je parle de mortalité, mais je dis, c'est ça, il y a moins que 5%, voire 2% de chances de s'en sortir. Fait que j'utilise pas des pourcentages, je ne calcule pas un score, puis je leur dis, ben, j'ai à peu près 63% de mortalité. Je sais pas qu'est-ce que toi, t'en penses? Mais tout à fait, je pense que je partage définitivement l'opinion du groupe. Là. Dire que le patient, il y a 20% de chances de survivre, 10, 30. Le problème, c'est qu'il est où ce patient-là dans ce 10? On peut pas le savoir. On peut pas le savoir à ce moment-là. Il va-tu vraiment survivre ou pas? Puis il y a eu quelques études, je trouvais intéressantes, surtout en hémato-onco, où ce qu'ils faisaient, c'était ce qu'ils appelaient en anglais un ICU trial, un essai de soins intensifs. Fait que c'était une étude en Europe sur les patients hématologiques qu'on disait, on va les admettre, peu importe leur niveau de base, à part si c'était des patients qui étaient extrêmement comorbides ou gravataires. Puis on leur donne une chance de soins intensifs, 72 heures. Fait que cette étude-là était 72 heures. Puis à 72 heures, si on n'a pas réussi à améliorer le patient, là on se reçoit avec la famille. Puis là on discute. Puis là, on change le niveau de soins. Je trouve que c'est intéressant parce que
je pense pas même pour les familles, ils ont l'impression, ben, au moins, on lui donne une vraie chance, on essaye, on laisse pas tomber. Ça fait partie du cheminement. Il ne faut jamais oublier que les décisions qu'on prend avec une famille, pour nous, c'est business as usual, OK? Mais les familles vont vivre avec le restant de leur jour. T'sais, imaginez la dame de 85 ans, ta fille a 50 ans, ben pour les 30 prochaines années de la fille, là, elle va vivre avec ça. J'ai-tu tout fait pour ma mère? J'ai-tu bien fait? J'aurais dû continuer? Fait que c'est important des fois de leur donner un peu de temps pour qu'il y ait ce qu'on appelle du closure, là, de trouver leur bien-être là-dedans. Là. Le temps file, il nous reste pas beaucoup de temps pour notre premier épisode. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment trouvé intéressant. Le dernier topic que je veux parler, c'est un médecin de Sunnybrook, Dr. Amaral, qui parlait, en fait, avant de vous parler de l'étude, je vais vous parler, vous avez sûrement déjà entendu que quand ils disent dans les centres universitaires, lorsqu'il y a une tournée de soir, il y aurait des problèmes avec la mortalité augmentée parce qu'il y aurait trop d'interventions, puis des fois, il faut laisser les patients tranquilles. Alors, le docteur Amaral, lui, a fait une étude qui va complètement dans le sens contraire. Lui, il dit qu'il prenait ses seniors, ses résidents seniors ou fellows, qui passaient la journée avec lui. Ça, c'était son premier groupe. Puis ce groupe-là, ben, il disait aux résidents, ben, je te fais le transfert, je t'explique les patients, voici ce qu'il y en a, tu retournes à la maison, puis tu gères ça de la maison comme on fait tout le temps, pour pratiquer les seniors à être des futurs patrons. Puis après ça, il y avait un autre groupe qui était ce qu'ils appelle les crossovers. Donc, c'est exemple, un résident qui était en cardio durant la journée, mais qui vient faire sa garde aux soins intensifs le soir parce que c'est sa rotation. Puis lui, il reçoit son transfert, mais lui, il connaît pas les patients. Puis il est in-house, il est dans la place. Et lui, il est très interventionniste. Fait qu'il est le médecin le lendemain matin, le patron, il dit « Qu'est-ce que t'as fait? T'as demandé un scan, t'as fait ci. Et t'as essayé de baisser la ventilation, améliorer les gaz, t'es très interventionniste. » On serait porté à croire que de faire ça, ça pourrait augmenter la morbidité, mais bien au contraire. Le groupe qui est le crossover, qui était super interventionniste, ont trouvé un paquet d'affaires qui ont été utiles et il y a eu beaucoup moins de mortalité. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Puis ce qu'il expliquait, c'est qu'il disait que si le patron est trop directif en disant tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, bien le résident, naturellement, il va faire ce que le patron il dit. Alors, ça fait que ça cause deux problèmes qui appellent le biais de fixation. C'est qu'on fixe sur une pathologie, puis on ne démarre pas de là. On traite X, puis on traite X jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui nous dise que oh, c'est peut-être Y. Mais en attendant, on traite la maladie X. L'autre affaire qu'il a dit, c'est l'inertie clinique. Donc, quand tu es de garde 7, 10, 14 jours, puis que c'est tout le temps toi qui tourne le patient, à un moment donné, tu vois plus les affaires. Alors que quand tu as un regard frais qui arrive, ben là, lui, il peut venir voir les affaires de plus. Puis il a dit la même affaire pour le transfert qu'on fait, par exemple, le lundi matin à notre collègue d'un patron à l'autre. Alors, il disait que eux maintenant, ils font plus de transfert exhaustif. Ils mettent sur le tableau le nom du patient, la maladie, les 2-3 complications, puis ils laissent le collègue arriver, rentrer dans le dossier, puis pas avoir aucune influence. Il dit les seules affaires qu'il se dit, c'est quand une famille peut être problématique ou qui est arrivée une plainte ou un truc comme ça, là, ils tiennent au courant. Mais pour le reste, ils ne parlent pas de ça. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Puis moi, personnellement, j'ai tendance à faire des transferts très exhaustifs. Peut-être que je vais commencer à les slacker un petit peu. Dernière chose que je voulais parler, c'est Francis, toi, tu es allé voir les conférences sur les soins intensifs internationaux. Hein? Ça va être notre dernier sujet pour la journée. Oui, je suis allé voir une présentation quand même intéressante sur le syndrome respiratoire du Middle East, du Moyen-Orient. Donc, c'est intéressant. C'est quand même une pathologie qui était très populaire, très prévalente 2014-2015, mais qu'on voit encore dans le Moyen-Orient, surtout en Arabie Saoudite. C'est comme un ARDS, mais avec beaucoup plus de dysfonction multi-organique, puis avec une mortalité nettement supérieure à la ARDS qu'on peut voir ici là, sur un influenza ou sur une pneumonie, une grosse pneumonie. Donc, on a une mortalité là, qui peut atteindre jusqu'à 67%. Puis une des statistiques très intéressantes, c'est que 92% des patients qui nécessitaient la ventilation non invasive devaient être intubés. Donc c'est quand même la majorité des patients, c'est pratiquement tous les patients qui finissaient intubés. Puis la grande majorité avaient besoin de nitric oxide pour s'améliorer. Donc c'est quand même intéressant. Il n'y a pas vraiment de traitement pour ça. Mais c'est quoi qui la cause, la maladie? C'est le virus. OK. Ouais, c'est un coronavirus qu'on retrouve surtout chez les dromadaires là, au Moyen-Orient. OK, ouais. J'avoue que ça n'arrive pas beaucoup au Québec. Non, c'est ça, on n'en a pas ici. On a du coronavirus, mais pas celui-là. Pas de dromadaire. Exact. Donc ouais, c'était vraiment intéressant.
Parfait. Allez, merci beaucoup d'avoir participé. Je pense que ça résume bien la première journée. J'ai super hâte à demain soir. On va faire la deuxième partie. On va avoir sûrement plein d'autres conférences demain qui vont venir être intéressantes. Alors, merci à tous d'avoir participé. Je tiens à vous rappeler de pas oublier de partager le lien. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles. Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, bien sûr sur notre site internet francophone.com. Maintenant, vous avez tous les liens pour les balados directs dessus. Gênez-vous pas pour partager notre lien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.